It's all over, but the bride, and nobody's crying. Friends all PS, petit moment avant la vidéo, une creepypasta est une légende urbaine qui est racontée sur internet et qui est probablement fausse, mais qui est pour la plupart du temps inspirée de faits réels. Voilà, allez, bonne vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du syndrome de l'Avant-Ville, ou Lavender Taunton. Le syndrome de l'Avant-Ville est une légende qui implique des étranges cas médicaux et mortuaires dans le pays de naissance de la série du jeu Pokémon Rouge et Vert, bleu en Europe. Bien que l'événement est resté secret à cause des lois de divulgation pour les entreprises basées à Kyoto. Suite à cette analyse qui parlera de l'autre phénomène que l'on confond souvent avec le syndrome de l'Avant-Ville, le sprite de la main blanche, l'animation du gosse et le sprite de l'enterré vivant, ainsi que les notes développeurs insérées dans le jeu qui auraient rapport avec ça, et comment procéder à l'affichage de ces easter eggs. Le premier cas du syndrome et des événements associés ont été rapportés quelques mois après la sortie de Pokémon Rouge et Vert pour la console portable Game Boy. Ces jeux sont devenus très populaires pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, ce qui ne fait aucun doute que l'une des raisons pour laquelle le syndrome de l'Avant-Ville a eu un degré de sévérité qu'on lui connaît aujourd'hui. À un moment du jeu, le dresseur vient dans une petite ville nommée l'Avant-Ville. Cette ville est l'une des plus petites du jeu, en plus de Beaupalette, la ville de départ du joueur. De même, elle possède très peu de services disponibles pour le dresseur. Dans toutes les salles vides du jeu, d'ailleurs, elle serait passée inaperçue si la tour Pokémon n'y se trouvait pas. C'est un gros building colossal, qui contient une centaine de tombes de Pokémon décédés. Une théorie dit que, à cause de cet endroit, dans le jeu, au moins 200 enfants auraient perdu la vie et beaucoup plus ont été affectés ou sont tombés malades. Et sans compter les autres cas de ce genre qui n'ont pas été répertoriés. Ce ne fut pas avant le printemps-été 1996 que ces cas furent éventuellement liés au syndrome de l'Avant-Ville. Le tout premier cas de connaissance des effets du syndrome que l'auteur a pu trouver vient d'un rapport interne, fait en juin 1996 par la compagnie GameFIC Inc., dirigée par un de ses employés, M. Satu Haru. Dedans, un employé a donné une liste de noms, dates et symptômes. Enregistrement d'enfants entre 7 et 12 ans qui ont souffert de divers problèmes médicaux après avoir joué à Pokémon Rouge et Vert. Certaines de ces données ci-dessous, avec la liste complète dans l'appendice A. Notez que les entrées dans l'appendice 1 incluent également les symptômes non nés de l'Avant-Ville, un phénomène audio, mais du sprite de la main blanche, l'animation du ghost, le sprite de l'enterré vivant. Tous ces symptômes visuels ont été détectés avec des similitudes. 12 avril 1996, apnée du sommeil obstructive, migraine sévère, autorragie, tinnitus. 23 mai 1996, irritabilité générale, insomnie, addiction aux jeux vidéo, saignement de nez, développe de la violence envers autrui et parfois à lui-même. 27 avril 1996, maux de tête, irritabilité, prend des antidouleurs mélangés. 4 mars 1996, migraine, lenteur et fatigue permanente, perte d'attention, a développé une surdité et a disparu. Corps retrouvé au bord d'une route le 20 avril 1996. Ce document interne montre que ces incidents ont été connectés au jeu Pokémon. Oh, jusqu'à là, la cause n'a pas été découverte ou diagnostiquée par les professionnels de la médecine. De plus, il est incertain que l'entreprise elle-même ait compris d'elle-même que les cas étaient liés au jeu, sans avoir consulté les services de santé.
Le symptôme prédominant nommé syndrome de l'Avant-Ville inclut maux de tête et migraines, saignement des yeux et des oreilles. Changement d'humeur et irritabilité, addiction au jeu, violence spontanée, réclusion et perte d'attention et dans 60% des cas, tendance suicidaire. Cependant, ces symptômes se manifestent sur les enfants entre 7 et 12 ans qui ont atteint la zone de l'Avant-Ville. La plupart ont avoué avoir porté des écouteurs en jouant au jeu. Les développeurs de l'Avant-Ville voulaient au départ faire une zone qui laisse une impression différente aux joueurs, d'après Seki Ishitada, membre de l'équipe de développement. Seki dit qu'au moment de développer cette ville, plusieurs développeurs voulaient faire de l'Avant-Ville un coin différent du jeu. La tour Pokémon en est un résultat visible, nous dit Games Division Magazine dans une interview. Cela est le fait que l'Avant-Ville soit différente des autres villes. Elle est plus petite, a moins de résidents, n'a pas d'arène de champions. Bien sûr, la musique était très dérangeante. En fait, dans la première version du jeu, on nous a demandé de changer légèrement la musique de fond de la ville, parce que ça pourrait ennuyer les enfants. La musique était au final très différente. Seki ne savait rien de l'impact de la musique de l'Avant-Ville, ou bien il modérait ses paroles quand il disait combien les enfants pourraient être ennuyés. Rien de plus à propos de la musique, mais il y a d'autres mentions macabres sur l'Avant-Ville. Ce que Seki a oublié de mentionner dans Games Dimension Magazine était que la musique utilisée dans la première version de Pokémon Rouge et Vert formulait une expérimentation sur les binaural beats, utilisant différentes fréquences de son. Chaque fréquence était jouée pour une oreille à la fois par les écouteurs. Différents effets psychologiques ont pu être observés sur le sujet qui les écoute. Dans la plupart des versions, cela résultait aux joueurs se sentant mal, ayant de l'appréhension et moyennement dérangés. Cependant, pour environ 200 enfants, cela provoquait une variation de désordre au cerveau qui ne purent être purement détectés par les oreilles adultes pleinement développées. Seuls les enfants étaient victimes de ces sonorités résultant à des problèmes psychologiques, physiologiques, qui, dans certains cas, aboutissaient à la mort, des suicides pour la plupart. Cependant, le syndrome de l'Avant-Ville n'est qu'un des problèmes qui causent des problèmes aux malchanceux, qui ont eu ces séries de cartouches. Bien qu'ils furent moins connus, il y a une variété d'effets visuels utilisés dans l'Avant-Ville qui ont causé des problèmes médicaux aux enfants. Certains toujours disponibles dans les séries de production qui ont suivi. Ces effets visuels sont connus dans le monde de la programmation comme le sprite de la main blanche, l'animation du ghost et le sprite de l'enterré vivant. Chacun a causé des maux de tête, nausées, dans les cas graves, une hémorragie du cerveau. Alors que 70% du syndrome de l'Avant-Ville, LTS, est dû à la musique de l'Avant-Ville, le reste est divisé par ces phénomènes visuels. C'est en partie dû à un stimuli visuel arrivant après que le joueur ait entendu la musique de l'Avant-Ville. Une théorie dit que ceux non affectés par la stimulation audio, comme les sourds et les malentendants, amènent aux 30% restants. Alors que voir ces sprites peut causer ces effets, il y a des méthodes précises qui permettent aux visionneurs de les examiner en détail en toute sécurité. Connu dans le code comme White and GIF, il est scripté pour qu'il apparaisse en tant que Pokémon au 3e étage de la tour Pokémon. Il est divisé en 4 animations séparées. Une introduction, le cri qu'un Pokémon lâche avant une bataille, une fixe, et 2 attaques. Ces attaques sont connues n'étant donné que point et brutal. Alors que voir l'animation a été prouvé d'être dangereux, voir les frames du modèle a été prouvé inoffensif. La main blanche semble en pièces et décomposée, avec une attention particulière sur les détails. La peau est pelée, en laissant voir l'os et quelques tendons pendent drastiquement. La première attaque est la main se changeant en poing puis se balançant en avant. Cependant, l'animation de brutal semble marquée de frame. La main semble s'ouvrir, puis ça coupe, puis recoupe. Après quelques secondes, elle réapparaît, refermée. Les frames manquantes n'ont pas été retrouvées. L'animation du ghost
codé sous le nom de hunting.swf, devait être placé dans certaines zones de la tour, incluant le centre d'un chemin au second étage. Cependant, les joueurs ne peuvent pas interagir avec, laissant les gens penser que c'était simplement un élément du décor. L'animation doit être impérativement vue par frame, comme pour la main blanche. L'animation totalise 59 frames. Cependant, après extraction, la moitié des frames utilisés ont été gardés pour le sprite standard de fantôme de Pokémon. Un quart des frames restantes sont du bruit blanc pour faire un effet de fondu. Mais interpassé dans le bruit blanc, il y a certaines frames de visages hurlants, avec des images d'un squelette encapuchonné, probablement le spectre de la mort, et quelques cadavres. Leurs significations sont inconnues. D'un autre côté, le directeur de la programmation, Hisashi Sogabe, d'accord, c'est quoi ce nom, nous a certifié n'avoir aucune connaissance sur la provenance de ces images, de tous les phénomènes associés au symptôme LTS. Cette animation a le plus de spéculation. Dans la thèse Video Game and the Manipulation of the Human Mind, le Dr Jackson Tumeur affirme que ces images ont été placées là exprès. Dû au bref moment de passage à l'écran et la nature graphique de ces images, Tumeur théorise qu'elles étaient là pour subliminalement influencer les joueurs pour être plus effrayés par l'ambiance dérangeante de la zone. Souvent référencé sous le nom de The Buryman Script, l'enterré vivant est trouvé dans l'histoire finale de la tour Pokémon, mais qui est aujourd'hui remplacé par l'Ossa-Tueur fantôme. D'après les scripts qui y sont assignés, le sprite de l'enterré vivant devait être le boss de la tour. Et une fois atteint le sommet, la conversation suivante prend place. L'enterré vivant dit « Tu es là ? Je suis piégé, et je suis seul, tellement seul. Veux-tu me rejoindre ?» Après, le combat commence. Une fois en mode bataille, l'enterré vivant est apparemment un cadavre humain décomposé essayant de ramper au sol. Il avait été programmé pour avoir 2 mains blanches, un ectoplasma et un gros tas de morve. Étrangement, un protocole pour les actions de l'enterré vivant après sa défaite n'ont pas été écrits. Dans le cas où le joueur le vainc, le jeu plante. Cependant, une fin spécifique a été écrite par un programmateur inconnu dans le cas où le joueur perd le combat. Dans cette fin, l'enterré vivant dit « Fin de la viande fraîche », suivi par des lignes de texte incompréhensibles. Ensuite, il tire le joueur à l'intérieur de sa tombe, et la scène finit par un typique « Game Over ». Mais en arrière-plan, une image de l'enterré vivant dévorant le joueur est visible. Encore plus étrange sont les protocoles ouverts après cette scène. La cartouche télécharge cette image dans la petite mémoire interne de la console Game Boy, remplaçant l'habituelle note Nintendo, qui affiche lorsqu'on démarre l'appareil. Les 2 bips en ce moment sont remplacés par un son au nom de code staticmesh.wav. L'intention de cet effet, contrairement aux facteurs amenant au symptôme LTS, est inconnue.